Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 50% des espèces du monde sont confrontées à l'extinction de masse causée par l'homme la plus rapide de l'histoire. Le trafic illicite de faune et de flore sauvage se poursuit sans relâche et nuit au développement économique et social. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d'animaux. Malgré les lois et les conventions, les trafiquants des trophées d'espèces fauniques continuent de mener leurs activités sans se soucier des conséquences. Que prévoit la réglementation et quelles actions mener pour mieux encadrer le secteur? Monsieur Ludovic Ledo est notre invité aujourd'hui. C'est un juriste environnementaliste. Bonsoir, Monsieur Ledo. Bonsoir, madame. Dites-nous déjà pourquoi on assiste au trafic des espèces sauvages. Le trafic d'espèces sauvages dont nous parlons ce soir est relatif spécialement aux animaux sauvages. Des animaux sauvages protégés, ou soit des espèces floristiques protégées. Et pourquoi est-ce qu'on assiste à ce genre de trafic? À ce genre de trafic. C'est pour de l'argent. Puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est des millions, c'est des milliards de dollars qui sont chaque année investis dans ce grand secteur. Et c'est un secteur pourvoyeur non seulement d'argent, mais également de beaucoup d'autres choses. Comme le terrorisme. Parce que les fonds issus de ces trafics financent également le terrorisme, financent également des rébellions, financent d'autres choses au plan international. Donc c'est aujourd'hui un crime de commercialiser ces espèces sauvages. Oui. Les réglementations, les lois, que ce soit les lois nationales ou internationales, sont claires en la matière. Toute personne qui enfreint à ces lois-là répondra véritablement devant les juridictions. C'est pourquoi nous disons que la criminalité faunique ou la criminalité liée aux espèces de faune, c'est le fait pour des personnes d'enfreindre à ces réglementations, c'est-à-dire ces lois nationales, ces lois internationales, les réglementations en vigueur et qui mettent en mal la préservation des ressources naturelles, mais également la durabilité de ces ressources en ce qui concerne la biodiversité en général. Et quelles sont alors les espèces qu'ils ont prisées sur le marché? Est-ce que nous allons parler d'espèces prisées? Sinon, parler d'espèces prisées, c'est comme si nous soumettons déjà certaines espèces. Puisque lorsque nous prenons par exemple la CITES qui réglemente le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, il y a plus de 34 000 espèces aujourd'hui qui sont protégées par les annexes 1, 2, 3 de la CITES. Ce que je voulais savoir, c'est quand on prend les trafiquants, quelles sont les espèces qu'ils attrapent souvent? Par exemple, quand ils vont à la chasse, quelles sont ces espèces qui peuvent leur apporter à ces espèces? Lorsque nous prenons par exemple les espèces de faune sauvage, nous avons par exemple la première espèce emblématique qui est par exemple l'éléphant. Voilà. Nous avons l'éléphant. Nous avons également les grands félins. Chassé à cause de son ivoire. Oui, l'éléphant qui est chassé à cause de son ivoire. Nous avons par exemple le rhinocéros que nous n'avons pas par exemple dans notre pays. Également pour son ivoire. Nous avons les grands félins en général, que ce soit le lion, la panthère, le guépard. Ces animaux sont prisés pour leur peau. Parce que lorsque nous prenons par exemple la peau de la panthère, cette peau par exemple est utilisée dans le commerce ou soit dans l'utilisation, dans la fabrication des chaussures de marque. Ainsi de suite. Lorsque nous prenons par exemple les ivoires sont utilisés dans la mode en général parce que ces objets, l'ivoire permet de fabriquer par exemple des objets d'art. Certaines personnes ont pour marquer leur puissance, leur hégémonie, sont tentées de pouvoir garder de l'ivoire par exemple chez eux pour montrer que oui, nous avons le pouvoir, oui. ainsi de suite. Et quand on prend la famille des serpents?
Oui, lorsque nous prenons par exemple la famille des serpents, ici au Bénin par exemple, nous avons deux serpents qui sont beaucoup prisés, comme le serpent, on nomme déjà le serpent, j'oublie le nom. Nous avons deux espèces de serpents qui sont classés en catégorie B. Et ces serpents-là sont beaucoup prisés et sont vendus également sur le marché international. Je vais vous revenir lorsque le nom, le python de Séba, voilà. Le python de Séba qui est beaucoup prisé sur le marché national. Il y a également les crocodiles. Oui, nous avons les crocodiles. Les crocodiles qui sont... Les gens font quoi avec les crocodiles? Les crocodiles, déjà la peau. La peau de crocodile, oui. La peau rugueuse sert à fabriquer des chaussures de marque, des chaussures de qualité. Donc, les crocodiles sont classés en annexe A. Donc, ça veut dire que c'est des espèces menacées d'extinction. Nous avons plusieurs espèces de crocodiles. Crocodile du Nil, crocodile cuirassé, crocodile à long museau. Toutes ces espèces-là sont intégralement protégées. Donc, si je comprends bien, si on tue tous ces animaux, c'est juste pour faire plaisir à l'homme. Oui, c'est pour faire plaisir à l'homme et non pas aux espèces elles-mêmes. C'est le mal au fait. C'est l'homme qui, avec sa toute puissance, veut véritablement se faire plaisir, s'amène ou bien se tient à pouvoir détruire ces espèces pour assouvir une soif bien déterminée. Donc, mais quand on dit que les espèces sont protégées, il faut pas la chasse, elle est autorisée en République du Bénin et dans d'autres pays également. La chasse est autorisée et la chasse est autorisée par nos lois nationales, par des lois internationales, mais elle est réglementée. Lorsque nous prenons par exemple la loi sur la réglementation faunique, c'est une loi qui prévoit par exemple la période de chasse. On dit par exemple cette période est spécialement dédiée à l'ouverture de la chasse. Et il y a une période de fermeture de la chasse. Tout cela pour pouvoir réglementer, pour ne pas empêcher ces personnes-là de surexploiter les ressources que nous avons. Donc c'est pour ça qu'on réglemente. En ce moment, on parle de saison synergétique. Oui. Vous allez voir, lorsque la période est propice, une ouverture est faite officiellement, et là, ces populations riveraines qui vivaient déjà de la chasse depuis des lustres, ces populations peuvent s'adonner à cette activité en cette période-là. Et quand la chasse est ouverte, on peut attraper n'importe quelle sorte d'animaux. Ah oui, c'est également une autre difficulté. Oui, parce qu'on me dit la chasse est ouverte, ça veut dire que si je rentre, je peux attraper tout ce que je veux. Il est vrai que la chasse est ouverte, mais la chasse n'est pas ouverte à toutes les espèces animales. Lorsque nous prenons par exemple les espèces de la catégorie A, nous appelons espèces de la catégorie A les espèces intégralement protégées. Ça veut dire quoi? Ce sont des espèces menacées d'extinction. Des espèces rares et menacées d'extinction. Ces espèces-là, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les détenir, on ne peut pas les transporter, on ne peut pas les commercialiser. Donc leur chasse est carrément interdite. Si leur chasse doit être est possible, il faut forcément se rapprocher de l'administration forestière. Et là, il y a des permis. C'est pourquoi nous appelons ces permis des permis de chasse. Et lorsqu'un permis de chasse est délivré, on sait que ce permis-là est dédié pour, par exemple, telle espèce. On ne va pas, par exemple, délivrer un permis pour dire, bon, tuons, par exemple, tous les éléphants. Lorsque le permis est délivré, c'est pour peut-être un certain nombre d'animaux. Donc, tout est bien cadré par la loi. Et tout est bien encadré par les différentes autorités qui doivent appliquer cette réglementation. Vous avez parlé des animaux qui font partie de la catégorie A, ça veut dire des animaux rares et entièrement protégés. Quels sont alors ces animaux? Nous avons par exemple l'éléphant, le Sitatunga. L'éléphant qui revient toujours? Oui, l'éléphant, c'est le premier, la première espèce animale sur la liste des animaux protégés au Bénin. Ouais, c'est des animaux qui sont en voie de disparition. En voie de disparition. Nous n'en avons plus assez.
Au Bénin ou bien... Au Bénin, partout dans le monde entier. Lorsque nous prenons par exemple certaines zones, par exemple en Afrique, on n'en a même plus. Lorsque nous prenons la zone de l'Afrique du Nord, il n'y a plus d'éléphants. Certains pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, n'ont plus d'éléphants. Mais il y en a toujours en Côte d'Ivoire. La zone, il y en a, mais ce n'est plus comme avant. Lorsque nous prenons par exemple la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est seulement le parc W, le parc Pendiari, le parc Ali, qui possède encore des animaux et des éléphants à l'étape sauvage. Lorsque nous prenons, je dis bien, lorsque nous prenons l'Afrique de l'Ouest, c'est cette zone-là qui concentre aujourd'hui des éléphants à l'étape sauvage. Donc déjà, voyez déjà l'écart. L'Afrique qui comptait des milliers d'éléphants il y a juste quelques années, en 1980, qui aujourd'hui se retrouve à quelques milliers de têtes. Et ces quelques milliers de têtes sont concentrées juste dans une certaine zone. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire ou soit du Ghana, on pense que lorsque nous irons par exemple dans ces pays, nous pourrons voir les éléphants se promener. Non, ce n'est plus possible. Ces animaux sont aussi rares dans leurs réserves comme dans leurs parcs. Et à part l'éléphant, quel autre animal on retrouve dans la catégorie A? Nous avons par exemple le sitatunga. Le sitatunga qui est une espèce d'antilope. Et cette espèce d'antilope est également menacée d'extinction au Bénin. Lorsque nous prenons par exemple la zone du zoo, vous allez voir, la plupart des marchands des dépouilles d'animaux sauvages en vente assez. Et nous interpellons, le sitatunga ou soit le guibe harnaché. Il est vrai que le guibe harnaché est classé en catégorie B, mais ce sont des espèces aujourd'hui qui sont surexploitées dans cette zone-là. Quand nous prenons par exemple la zone du zoo, la zone du mono, il faudrait que nos responsables, les responsables de l'administration forestière puissent prendre la chose au sérieux. Parce que d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, nous dirons que nous n'avons plus de sitatunga, nous n'avons plus de guibe harnaché, parce que l'exploitation est faite abusivement. Les gens font chasser cet animal juste pour avoir ça. Pourquoi? Pour les tambours, pour les tam-tams. Donc c'est pourquoi dans cette zone-là, c'est vrai, l'animal est présent dans cette zone et son exploitation est faite abusivement. Okay. Nous avons, par exemple, comme nous l'avons cité tout à l'heure, les crocodiles. Les crocodiles sont partis également de la catégorie A. Ce sont des espèces qu'il faut forcément protéger. Nous avons également la panthère. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la panthère, sa peau également est très prisée sur le marché du commerce des commerces internationaux de ces espèces-là. Nous avons également le guépard. Nous avons d'autres espèces comme la tortue. La tortue marine ou bien la tortue? La tortue marine. Quand nous prenons par exemple la tortue olivâtre, la tortue imbriquée, la plupart du temps c'est des tortues marines. Et ces tortues viennent, comme nous le disons pour la plupart du temps, sur nos côtes, viennent pondre des œufs, se reproduire et répartir. Mais lorsque ces tortues viennent, alors nous les embrigadons dans nos marmites et autres, avec les œufs et autres, et c'est le fait. Donc, ce sont des espèces pour lesquelles nous devons véritablement lutter afin qu'on puisse véritablement respecter la biodiversité dans son ensemble. Et le respect de la biodiversité passe par la mise en application de la réglementation. Quelle est alors la réglementation à la matière? Lorsque nous parlons de réglementation, nous allons partir d'abord des lois internationales. Les lois internationales, la première réglementation au plan international, comme nous venons de le dire tout à l'heure, c'est la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. On appelle également CITES, on appelle également CITES, on appelle également la Convention de Washington. Ça a été signé à Washington? Oui, ça a été adopté le 3 mars 1973 à Washington et le 1er juillet 1975, cette convention est entrée en vigueur. Déjà,
Dès la naissance de cette convention, il y avait déjà 80 États partis. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 183 États partis. Voilà. 183. Voici. On est parti de 80 à 183. 183 aujourd'hui. Voici ces États qui sont représentés sur cette carte. Ce sont sur cette carte, nous voyons déjà la couleur verte. La couleur verte est représentée par tous les États qui sont partis à cette convention. Voilà. 183 États. Donc ça veut dire que la situation elle est vraiment alarmante. Elle est alarmante et c'est pourquoi au plan international des mesures ont été prises afin de réglementer le commerce. Et lorsque nous prenons par exemple la CITES... La CITES, qu'est-ce que ça prévoit réellement? La CITES prévoit quoi? Déjà au niveau de chaque pays, il y a ce que nous appelons les points focaux CITES. Au Bénin par exemple, le point focal de la CITES est dirigé par... le capitaine Ulysse Korogoné, capitaine des eaux et forêts. Oui. Et ce point focal est logé au niveau de l'administration des eaux et forêts, au niveau de la direction générale. Et quel rôle joue ce point focal, par exemple? Tout ce qui concerne les permis d'exportation ou d'importation des spécimens de ces espèces protégées doit forcément être passé par cet organe-là. C'est cet organe qui donne le quitus pour dire, bon, par rapport à tel spécimen qui veut par exemple quitter le Bénin, ou soit qui veut quitter par exemple un autre pays, pour venir au Bénin, surtout en ce qui concerne l'annexe, les espèces classées en annexe 1, parce que lorsque nous prenons la CITES, il y a également une classification qui a été faite. Il y a l'annexe 1 qui concerne les animaux, comme nous le disons, menacés d'extinction. Nous avons l'annexe B, qui sont les animaux qui sont pas très menacés. Et nous avons l'annexe 3, qui concerne surtout les animaux pas du tout menacés, mais que les États demandent à la CITES de pouvoir protéger parce que ne peut pas assister à leur extinction. Donc, lorsque nous prenons par exemple le point focal, c'est le point focal qui décide par exemple que telle espèce ou tel spécimen de flore ou de faune peut être importé ou bien peut être exporté. Donc, la CITES régule le commerce international de toutes ces espèces-là pour éviter leur surexploitation. Et pour contrôler également, déjà, on peut peut-être en une année faire le point pour savoir quels sont, par exemple, les spécimens qui ont été, par exemple, vendus. Ils ont été vendus comment, ainsi de suite. Donc, voici un peu le rôle de la CITES. Est-ce que la CITES prévoit des sanctions au cas où on arrêterait quelqu'un en possession de ces trophées? Oui, puisque nous avons la convention, la CITES est une convention assez contraignante et chaque État parti, en fonction de la réglementation interne, a pris des dispositions pour sanctionner toutes ces personnes-là avec qui on retrouverait par exemple ces spécimens et qui ne détiendraient pas un permis, par exemple, de la CITES. Et au niveau local, quelles sont les lois? Donc, lorsque nous parlons de la CITES, nous avons parlé de la Convention sur la diversité biologique. Nous avons également la Convention sur les espèces migratrices de faune sauvage. Nous avons la Convention du Ramsar sur les zones humides. Ce sont toutes ces conventions qui, mises ensemble, permettent déjà à chaque État de pouvoir organiser la conservation des ressources naturelles, leur durabilité au plan national. Lorsque nous venons par exemple au Bénin, nous avons la Constitution du 11 décembre 1990 qui déjà en ses articles, en son article 27, prévoit déjà que chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant, durable, et que chaque personne est tenue de pouvoir défendre son environnement. L'État a le droit de protéger l'environnement. Et après déjà cette ébauche de la protection de l'environnement en général, nous avons la loi cadre sur l'environnement qui vient recadrer un peu chaque acteur, qui vient préciser d'autres choses que la Constitution n'a pas eu à faire. Nous avons maintenant la loi, par exemple la loi sur... nous avons par exemple la loi sur la pêche. Nous avons la loi qui concerne surtout
les animaux sauvages protégés. C'est la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin et ses décrets d'application. C'est cette loi, en fait, qui régit la faune en République du Bénin. Cette loi a prévu tout ce qu'il faut, non seulement pour les infractions sur les animaux qui doivent être protégés, sur les acteurs qui sont censés appliquer cette loi. Il y a également les peines d'emprisonnement et les amendes. Et les amendes. Parce que si je me rappelle bien, en juillet dernier, un trafiquant d'ivoire a été condamné à Parakou à 36 mois de prison ferme. Oui, 36 et un mois. autre à Cotonou à 12 mois de prison ferme. Effectivement. Mais on a l'impression que ces sanctions ne marchent pas réellement. Sur le terrain, qu'est-ce qui ne marche pas? Nous ne pourrons pas dire que ces sanctions ne marchent pas. Oui, parce que de jour en jour, on a l'impression que le trafic augmente. Bon, nous pouvons peut-être pas l'affirmer de la sorte, Okay. mais depuis des années, nous constatons déjà que le trafic lié aux espèces de faune a beaucoup régressé. Pourquoi est-ce que nous le disons? Il est vrai que certaines personnes sont toujours tapées dans l'ombre, continuent de commercialiser ou de détenir ces espèces, tout simplement parce qu'il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent, il y a du profit, il y a du gain à gagner. Et là où il y a du gain à gagner, il y a forcément des personnes qui vont se retrouver là, même si la chose est interdite. Maintenant, ces personnes qui sont condamnées, elles le sont effectivement, mais derrière ces condamnations, est-ce que les gens prennent véritablement conscience de leurs actes? C'est ça le souci. C'est ça le souci. Est-ce que les gens prennent véritablement conscience de leurs actes? Mais nous le disons parce que ce ne sont pas des personnes récidivistes. C'est pour ces personnes condamnées, comme on le dit, c'est la première fois qu'elles sont condamnées en ce domaine. Si elles avaient déjà répété cette action plusieurs fois, on peut dire que oui. C'est un récidiviste. Oui, que les gens, ils entendent, mais ils rejettent. Mais pour la plupart du temps, c'est de nouvelles personnes qui s'adonnent à la chose. Et quelles sont réservées aux récidivistes alors? Ah oui, les peines sont encore plus corsées. Lorsque nous prenons par exemple l'article 158. L'article 158, en matière de répression, de peine, disons, en matière de peine liées aux infractions phoniques, les peines partent déjà de 3 mois jusqu'à 5 ans. Mais l'article 158 vient préciser pour dire que ces peines peuvent être doublées ou triplées. Donc une personne peut facilement se retrouver pour une infraction délictuelle, parce que c'est vrai que nous parlons de criminalité phonique, mais en fait ce n'est pas un crime. C'est une infraction délictuelle. Mais oui. Cette infraction délictuelle peut être assimilée à un crime lorsque la personne est condamnée, reçoit une peine double de 5 ans, elle peut se retrouver à 10 ans d'emprisonnement ou à 15 ans. Donc, vous voyez déjà la gravité de l'acte posé par la personne et les sanctions prévues. Nous disons toujours que les sanctions, c'est-à-dire la réglementation béninoise est une réglementation assez rigoureuse en ce qui concerne la protection même de toutes ces espèces. Donc, certaines personnes peuvent se retrouver à 10 ans, 15 ans d'emprisonnement ferme si le juge le décide ainsi. Et pour que le message passe réellement, on peut par exemple essayer la sensibilisation répressive. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous aujourd'hui, en tant qu'activistes environnementalistes, nous optons beaucoup plus pour la sensibilisation répressive. Bon, quand on parle de sensibilisation répressive, ça veut dire quoi exactement pour... Ok, la sensibilisation répressive consiste à pouvoir sanctionner les personnes qui enfreignent à la loi et à se soumettre au dictat de la justice. C'est ce que nous appelons la sensibilisation répressive. Parce que nous avons déjà fait l'autre type de sensibilisation où on va vers les personnes, on leur explique ça. On leur explique. Mais lorsque cette explication, cette étape est passée et que la personne est consciente de ce que peut-être l'animal est protégé,
continue d'enfreindre à cette loi, automatiquement, nous saisissons les autorités compétentes et cette personne-là est conduite devant la justice et la justice fait son travail. Comme on le dit, et notre Tony, tout dans et nous signons un dehors. Donc c'est un peu ça. On les tire les oreilles pour que ces personnes puissent mieux comprendre que leurs actes ne font pas du bien à la biodiversité. Okay. Et au-delà de cette sensibilisation répressive, selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour lutter contre cette criminalité envers les animaux et sauver le patrimoine faunique béninois? La chose que nous devons tous faire, nous la faisons déjà. La sensibilisation. La plupart, certains acteurs, lorsque nous nous retrouvons sur le terrain, disent « Est-ce que les gens savent qu'il est interdit de tuer, par exemple, un animal ?» Mais en le disant, c'est comme si on reniait déjà ce que la presse fait en général. Parce que à chaque fois, la presse revient sur ces genres de sujets, sur la criminalité faunique, sur les animaux protégés. Donc, un travail est fait, une sensibilisation est faite dans ce sens-là. Mais lorsque ces personnes écoutent sans écouter, entendent sans entendre, alors elles vont subir la rigueur de la loi. Et pour subir la rigueur de la loi, nous disons toujours une seule chose. Les différents acteurs à divers niveaux doivent pouvoir jouer leur rôle. La loi a été déjà édictée, la loi a été déjà adoptée. Nous devons l'appliquer. Et l'appliquer, c'est quoi? En tant qu'agent forestier, lorsqu'une personne enfreint à la réglementation, c'est-à-dire on trouve par exemple sur une personne, avec une personne, une espèce intégralement protégée, les trophées d'une espèce intégralement protégée, cette personne doit être forcément conduite devant le procureur de la République et va répondre de ses actes devant le juge. Si chaque acteur commence à bien appliquer cette loi, vous verrez, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, on n'en parlera presque plus de criminalité faunique et autres. C'est parce qu'il y a encore des complaisances à certains niveaux. Qu'on assiste encore à ces différents crimes liés à la faune sauvage. Donc nous interpellons chaque jour les différents acteurs. Les acteurs de l'administration forestière, les acteurs de la justice. Parce que certains trouvent que, mais pourquoi est-ce que nous pouvons, un animal sauvage, en quoi un animal sauvage, qu'est-ce qu'il peut apporter à notre société et aller peut-être emprisonner une personne dans ce cas. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ludovic Ledo. Merci, madame. 26 minutes, ça passe rapidement. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Monsieur Ludovic Ledo. Il est juriste environnementaliste. Avec lui, on a parlé de la réglementation en ce qui concerne le trafic illégal des espèces sauvages. Merci à vous de nous avoir suivis.